Thierry. Bonjour, bonjour Sandrine. Alors, aujourd'hui, on va parler avec Thierry d'un aspect de son livre La posture juste sur les profils névrotiques dont vous parlez, qui sont des vraies personnalités que vous avez délimitées avec des histoires, des cultures et des souffrances différentes. Et surtout, vous promettez à chacune l'espoir de pouvoir avancer et de pouvoir se soigner. Oui, en fait, moi j'ai rien fait. Hein. C'est Wilhelm Reich, qui était un élève de Freud, qui a vraiment insisté sur ces profils névrotiques. Mais il a eu la particularité d'attirer l'attention de Freud, qui n'a pas été très content d'ailleurs avec ça. C'est ce qu'on dit dans votre livre. Il n'était pas content parce que Reich voulait vraiment qu'on s'intéresse à la répercussion corporelle de ces personnalités ou de ces profils de personnalité. Dans le sens où toute émotion, toute pensée même est inscrite dans le corps à travers une manifestation, à travers une émotion qui se manifeste dans le corps. Et aussi une contention de cette émotion qui finit par déformer la posture. Et il a bien montré qu'en fonction des différentes blessures que l'on avait, des différents comportements qu'on avait mis en place pour éviter de souffrir de ces blessures ou à devoir les revivre, eh bien ça déformait la posture du corps. Et à la longue, ça pouvait même entraîner un changement de la structure du corps. Et donc, moi, ça m'a beaucoup intéressé parce que c'est une voie qui existe depuis le début du XXe siècle, qui était longtemps ignorée en Occident, plutôt dans les pays francophones comme la France, où la psychanalyse était restée très puissante avec le mental. Et tout ce qui touchait le corps, on en parlait, mais on ne le vivait pas vraiment. Et ces approches psychocorporelles ont mis du temps à prendre un peu de place en France, par exemple, alors qu'aux États-Unis ou dans d'autres pays, elles avaient il y avait un plus grand attrait pour ces propositions-là. Et en fait, Reich disait que la névrose, c'est un processus qui naît dans la blessure, dans le traumatisme, dans la peur. Et pour éviter d'avoir à revivre cette peur, ce traumatisme, on met en place un comportement qui malheureusement finit par recréer exactement ce qu'on redoutait. Je donne un tout petit exemple, on a peur d'être abandonné, ou plutôt on a peur de perdre le lien, parce que l'abandon c'est une interprétation, mais dans le vécu c'est une perte de lien. Et on a peur de perdre le lien depuis le berceau, depuis le moment où le biberon n'arrivait pas, où on se sentait seul avec notre faim et on se sentait désespéré, en danger. Et donc on a appelé l'autre et on a voulu fusionner avec l'autre. Eh bien on a mis en place des comportements, des stratégies pour créer du lien avec autrui, quitte à l'enfermer, à rendre ce lien trop fusionnel, c'est le mot. Et à la longue, la personne va se sentir étouffée dans cette relation, elle va devoir prendre de la distance. Et on va revivre la rupture de lien qu'on redoutait. Ça, c'est vraiment un processus névrotique. Et tant qu'on joue la victime en disant c'est de la faute de l'autre, il m'abandonne, et qu'on n'a pas repris sa responsabilité dans le processus, on n'y arrivera pas. Donc il y a un ajustement à apporter à cela, quand on en a pris conscience, c'est plutôt que de se sentir abandonné ou sans ressources intérieures, dans le besoin de ce lien venant de l'extérieur, plutôt que de s'effondrer, parce que c'est vraiment un effondrement qui se produit alors, c'est de se redresser, mais pas que psychiquement, c'est physiquement se redresser, sentir qu'on a des ressources à l'intérieur. D'ailleurs, si vous faites l'essai, si vous vous effondrez, vous allez sentir après quelques secondes beaucoup de découragement et même un peu de dépression. Si vous vous redressez et que vous vous sentez rempli, ça change tout. Et donc cette posture est psychologique, elle est marquée dans le corps physique. Reich a montré ça et Freud n'a pas voulu vraiment l'écouter. Mais en attendant, il a eu des disciples, à savoir Alexander Lowen et John Pierrakos, et qui ont vraiment codifié ça à travers ce qu'on a appelé l'analyse bioénergétique. À savoir, bien sûr, une analyse, essayer de comprendre quels sont les différents types de comportements que l'on a dans la personnalité, d'où ils viennent, de quelle peur, de quel type de blessure, mais aussi en quoi ils ont empêché la vie de s'exprimer pleinement en nous, cette vie, bios en grec, et donc cette énergie bioénergétique, l'analyse bioénergétique. Et donc, dans le livre, j'essaye de vraiment expliquer chapitre par chapitre quels sont ces différents grands types de comportements dits névrotiques qui ont tendance à répéter exactement ou à recréer exactement ce qu'ils sont censés permettre d'éviter. Et il y en a 5 qui se mettent en place au fur et à mesure de l'évolution, au fur et à mesure du développement de l'individu. Le premier, c'est ce qu'on appelle la schizoïdie. Alors le terme peut paraître un peu barbare, mais ça vient du grec schizos, qui veut dire couper, déconnecter. La schizoïdie, c'est la déconnexion. Quand le contact fait peur, on se déconnecte.
On a parlé de blessures de rejet, moi je parle de blessures de contact, parce qu'il n'y a pas forcément eu un rejet du monde extérieur, mais le monde extérieur était rugueux, il nous a fait peur, on s'en est déconnecté. Et alors la personne qui est dans sa schizoïdie vit dans sa tête, vit dans ses rêves, c'est souvent des artistes, mais ils ont beaucoup de mal à s'incarner, le temps, l'espace, tout ça leur fait peur, et leur corps le montre, ils se construisent en hauteur, les grands yeux qui rêvent, l'énergie est là-haut, mais il n'y a pas beaucoup d'énergie en bas, ils sont un peu évanescents, un peu absents. Mais une fois que le contact est établi, il y a une deuxième blessure qui se met en place, qui est la blessure de la perte du lien. Parce qu'une fois qu'il y a contact, il y a lien. Et le lien se fait par la bouche. C'est le sein, c'est le biberon que on va téter. Et donc, on va parler d'une blessure orale. Parce que tôt ou tard, il n'y a pas ce lien. Le biberon tarde à arriver. Et du coup, l'enfant s'effondre, il se sent vraiment vide et désespéré. Et il va appeler à l'aide, il va vouloir faire fusion avec l'autrui, et comme je disais, ça va faire de ces personnes-là qui sont très forts dans leur oralité, mais on l'est tous à un certain moment donné dans notre vie, ça fait des gens qui nous pompent l'air, qui nous aspirent vraiment, et on doit s'en protéger d'une certaine manière. Et inévitablement, ils sont reblessés là où ils espéraient ne pas l'être. Et donc, cette blessure orale, son ajustement, c'est de ne pas s'effondrer, au contraire, c'est de se remplir, de se sentir rempli de l'intérieur, avec des ressources, même si l'autre n'est pas là. Alors, pour garder ce lien, il y a un troisième type de comportement qui va pouvoir se mettre en place, qu'on appelle le masochisme, dans le sens où on va se mettre dans le désir de l'autre. On va ne pas dire sa vérité, ne pas dire son besoin, on va s'écraser, on va même faire des choses en cachette parce que malgré tout il faut un petit peu de liberté même si on n'ose pas trop le montrer à l'autre. Et on va surtout se sentir souvent très nié, très humilié par autrui qui ne fera plus attention à nous puisqu'on ne se manifeste pas. Et du coup on va aussi garder en soi une grande colère parce que la colère est reliée au besoin. On n'est pas en colère par hasard, on est toujours en colère parce qu'il y a un besoin derrière. Et du coup, cette colère qui est contenue, le corps va contenir ça. Et on voit ces corps alors qui sont tout en contention, qui prennent du poids d'ailleurs avec le temps, ou à certains moments de l'existence, quand justement on a un peu plus de mal à s'extérioriser, à s'exprimer. Des corps qui gardent une tension dans les mâchoires, un cou qui est rentré, et puis beaucoup de colère, mais qu'on n'ose pas montrer, alors on met un joli masque et on est presque trop gentil pour être vraiment vrai. C'est très résumé parce que ça fait l'objet de dizaines de pages là, mais après, on peut, pour garder le lien toujours, pour ne pas retomber dans cette oralité, on peut choisir un tout autre type de comportement que nous avons tous développé à certains égards, à certains moments de notre vie, qu'on va appeler la psychopathie, c'est-à-dire la volonté de contrôler la relation. Non pas de nous mettre dans le désir de l'autre pour la garder, la relation, mais de contrôler, de dicter nos règles. Et on a des armes très puissantes en tant que psychopathe, et on a tous un peu de psychopathie, on peut être très séducteur. Et les grands psychopathes ont beaucoup de charisme, ils attirent à eux, mais une fois qu'ils ont, ils contrôlent, et si on échappe à leur contrôle, de la séduction, ils passent à l'agression. Et voire la culpabilisation. Après tout ce que j'ai fait pour toi, c'est comme ça que tu me remercies ? Et on a tous ce psychopathe en nous. Alors ce mot, il peut faire très peur parce qu'évidemment, ça fait penser aux tueurs en série, etc. Ouais. Non, c'est une psychopathie ordinaire, je dirais, qui n'est pas la psychopathie pathologique. Mais le mot est intéressant. On a tendance à le remplacer par pervers narcissique. Mais en fait, il parle de la souffrance de la psyché, de la souffrance de l'âme. Psyché, pathos. Pathos, souffrance. Psyché, l'âme. La psychopathie, c'est une souffrance de la personne en profondeur. Elle est blessée narcissiquement. Alors on parle des pervers narcissiques, mais elle est blessée parce qu'elle a entendu des discours contradictoires par rapport à sa valeur et elle ne sait plus quelle valeur elle a et elle a toujours besoin de se rassurer auprès des autres sur la valeur qu'elle a. Et par-dessus tout ça, on peut mettre une cinquième qu'on va appeler la rigidité. Une espèce de masque tout lisse qui ne montre rien de tout ce bordel, excusez-moi. Et pourtant la vraie vie, c'est ce bordel. C'est la peur de perdre le lien, on s'écrase, on domine, et c'est la vraie vie à l'intérieur de nous, dans nos relations avec les autres et dans le monde. Quand vous regardez comment le monde fonctionne, il ne fonctionne qu'à travers ça. Et donc, une fois qu'on voit tout ça, qu'on le voit, qu'on le sent, qu'on sent ces mouvements dans son propre corps, qu'on les détecte dans les dynamiques avec les autres, la vie prend une toute autre coloration. Et on ne peut le voir que si la conscience est éveillée, et la conscience n'est éveillée que si le cœur est ouvert. Ce qui veut dire que vous ne pouvez avoir que de l'humour par rapport à tout ça, parce que quand on constate avec amour, il y a de l'humour. L'humour est toujours réparateur. Merci beaucoup Thierry Janssen pour toutes ces explications qu'on retrouve dans votre livre
et qui nous permettent de dépasser nos névroses. J'espère. Merci.